Donc ravi d'être avec vous. Alors, on m'a demandé d'échanger avec vous autour de la question des algorithmes qui pourraient nous aider à retrouver la personne. J'ai trouvé que ce titre, bon, d'abord fait beaucoup réfléchir et qu'il était un peu un double cri de désespoir. Parce que d'abord, si les algorithmes doivent nous aider à retrouver la personne, c'est qu'on l'a perdu, la personne. Et si nous, psychiatres, on a perdu la personne, bah, c'est quand même embêtant. Et puis le deuxième point, c'est bah, si jamais ce sont les algorithmes qui doivent nous aider à retrouver les personnes, alors c'est qu'on est vraiment mal parti. Hein. Et pourtant, c'est bien ça qu'on vit. Hein. C'est bien ça qu'on vit. On a l'impression, enfin beaucoup de collègues qui consultent, sont en face de leur ordinateur, remplissent des données pour les caisses d'assurance, voilà. Et puis ils écoutent le patient d'une oreille. Et puis, en plus, il faut aller vite parce qu'il y a beaucoup de patients et puis parce que il faut limiter l'impact budgétaire. Et puis, du coup, les patients, ils disent, on nous écoute plus, quoi, on nous voit plus, on n'existe plus. Et puis nous, on le ressent. Et donc, effectivement, peut-être qu'on a perdu les personnes, mais alors, est-ce que les algorithmes vont permettre de les retrouver? Alors, j'ai envie de répondre tout de suite, non, bien sûr que non, ce n'est pas les algorithmes qui vont nous aider à retrouver la personne, encore que, on verra que, comme toujours, les choses sont moins simples. Alors, d'ailleurs, ce n'est pas propre à la psychiatrie, hein. Dans la plupart des spécialités médicales, c'est comme ça. Et dans la plupart des spécialités médicales, les algorithmes, effectivement, ou les recommandations, parce que les recommandations, en fait, souvent, c'est des algorithmes. Hein. Les recommandations se substituent à la pratique clinique. Et un jour, j'ai entendu un collègue cardiologue qui disait avec beaucoup de sagesse que la clinique commençait là où les recommandations se terminaient. Autrement dit, la clinique commençait là où les algorithmes se terminent. Alors, le premier point sur lequel on doit quand même s'arrêter 2 minutes, c'est la personne. Hein. Quand on dit qu'on a perdu la personne, mais c'est quoi une personne? Alors vous me direz, oh là là, bon c'est juste évident, hein, il y a des sujets. Ben non, en fait c'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. D'abord vous savez qu'il y a plusieurs mots, hein, il y a la personne, l'individu, le sujet. S'il y a plusieurs mots, c'est qu'il y a plusieurs sens. Et puis alors un truc qui m'a toujours complètement étonné, vous savez que notre pensée, en gros, à nous occidentaux, est construite sur les bases d'une philosophie grecque classique, quoi, d'il y a 2500 ans. Eh bien, il y a 2500 ans en Grèce, la personne n'existait pas. Il n'y avait pas d'individu. Il n'y avait pas de sujet. Il n'y avait pas de conscience de soi. Et c'est tellement surprenant qu'on se demande comment ils faisaient. Hein. D'ailleurs, on se demande comment on comprend leur texte, alors que fondamentalement, on n'est pas pareil qu'eux. Alors, à propos de ces mots, personne, figurez-vous justement, personne, ça vient du grec et du latin d'autrefois, ça vient de persona, et persona, en fait, c'était le masque que les acteurs mettaient dans les pièces de théâtre. C'est-à-dire que persona, c'est personnage, en fait. La personne, c'est le personnage. Et le personnage, c'est quoi dans une pièce de théâtre? C'est une présence humaine. Il est là en tant que présence, pas en tant que sujet, en tant que présence, qui dit quelque chose, qui échange avec les autres. Vous voyez, il y a une espèce d'abstraction, pas de réalité intérieure, mais de position de ce qu'on donne à offrir, à regarder à l'autre dans la société. Mais ce qui compte, c'est la société. Donc ça, c'est la définition de la personne. Alors après, il y a l'individu. L'individu, c'est différent. L'individu, étymologiquement, il est indivisible. C'est-à-dire, il est un. Et effectivement, en tant que sujet, je suis là. J'ai une identité administrative, un nom. J'ai un corps. J'ai un esprit. Tout ça est à l'intérieur de la même boîte. C'est la même identité. Et on dit que c'est indivisible, que c'est un. Et puis alors, il y a le sujet. Et ça, le sujet en psychiatrie, c'est très important, même en médecine. Mais alors, la définition du sujet, c'est pas simple, il y en a plein. Alors, notamment, il y a une tradition psychanalytique de la définition du sujet. Ce qu'on dit souvent, c'est que le sujet, c'est un être humain en tant qu'il est le fondement de sa propre pensée et de ses actions. Vous voyez ce qui n'était pas dans les définitions de tout à l'heure. Hein, on a un sujet, et c'est vrai que le sujet est libre. Voilà. Il est le fondement de sa pensée et de son action.
Mais en médecine, on a aussi le sujet, c'est celui que moi, clinicien, j'observe dans mon cabinet. Dans la relation médecin-malade, il y a le sujet de la médecine, celui avec qui je m'entretiens, que j'observe et que quelque part j'objective. Donc vous voyez qu'il y a un prisme de ce qu'est la personne, de ce qu'est le sujet, de ce qu'est le patient que nous avons en face de nous. En fait, il y a plein de facettes. Mais ça, c'est tel que nous, on le définit. Mais dans d'autres pays, dans d'autres cultures, comme Hélène vous l'a dit, je me suis occupé de l'Association internationale de pédopsychiatrie, donc j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec beaucoup de collègues à l'étranger. Et en fait, vous le savez sûrement, en Asie, ben, la définition du sujet, c'est pas pareil. Et notamment, il y a une grande tradition de phénoménologie au Japon avec un auteur que je trouve qui est a priori toujours vivant, qui est très âgé, Bin Kimura, un psychiatre phénoménologiste qui a aussi travaillé en Allemagne et qui, alors qu'il y a une définition de la subjectivité assez fascinante pour nous. D'abord, en fait, vous savez qu'au Japon, il n'y a pas vraiment de notion de conscience de soi. On dit plutôt qu'au début de l'adolescence, l'humain a une révélation de lui. Une révélation de lui et pas une conscience de lui. Et la différence est subtile. Et alors, le mot-clé en japonais, c'est aida, c'est entre. C'est-à-dire, le sujet se construit à partir de la relation qu'il a à l'autre. Et il y a quelque chose entre nous et les autres, qui est cet aida. Et à l'origine du sujet, il y a la relation qui est entre le sujet et quelque chose qui a très profondément à l'intérieur de lui, qui est le fond de la vie, qui est un archéo-aida. Le fond de la vie, en fait, c'est, pour le dire avec nos mots, quelque chose qui est animal à l'intérieur de nous. C'est une espèce de vie grégaire et qui accroche le fait que nous soyons un sujet. Et vous voyez, on voit que dans la phénoménologie japonaise, il y a un lien entre l'esprit et le corps. À l'origine du sujet, il y a ça archéo-aida, qui est le fond de la vie de l'humain. Et le fond de la vie de l'humain, c'est le germe qui va permettre à l'humain de se mettre en relation avec les autres humains. Et ce sont les deux qui vont conduire à une révélation de soi qui est secondaire à tout ça. Donc on voit que alors la notion de sujet, de personne, c'est extraordinairement riche. Alors, revenons à des fondamentaux. En médecine, dans notre pratique, ça correspond à quoi? Nous rencontrons des patients et en pédopsychiatrie, on rencontre des familles. Ce qui fait d'ailleurs, de mon point de vue, une différence assez fondamentale entre la psychiatrie dite pour adultes et la psychiatrie infanto-juvénile. Alors, premier point, souvenons-nous de ce qui se passe pendant les études de médecine. Eh bien, en tout cas, en France, pendant le premier et le second cycle d'études médicales, les 6 premières années, il y a en gros 600 heures de cours de biophysique, biomathématiques, biochimie, etc., histologie, etc. 600 heures de cours et entre 2 et 20 heures de cours de psychologie médicale. Je sais qu'en Suisse, on fait mieux. En France, c'est une caricature. 600 heures de cours de biologie, entre 2 et 20 heures de cours de psychologie médicale. Ce qui fait que le premier sujet de la médecine, c'est le sujet de la biologie. C'est-à-dire, et d'ailleurs, on a des cardiologues, des rhumatologues, des pneumologues. Et même quand on est psychiatre, on est tellement conditionné par ça que dans la consultation, quand on accueille un patient, on sait qu'il a un cœur, des poumons, des reins et pour nous, un cerveau. Et d'ailleurs, vous savez qu'en psychiatrie, aujourd'hui, il y a un concept qui s'appelle trouble du neurodéveloppement. Et donc derrière, ça veut dire que derrière notre patient, il y a un cerveau, il y a un système nerveux central. Donc le sujet de la médecine, y compris de la psychiatrie, c'est quand même beaucoup le sujet de la biologie. Mais, bien entendu, le premier sujet de la médecine, ce n'est pas le sujet de la biologie, c'est le sujet de la rencontre. Vous allez dans la salle d'attente, vous dites bonjour, et autrefois, on serrait la main du patient. Et d'ailleurs, en pédopsychiatrie, il y a toujours la question, est-ce que je dois serrer la main de mon patient, y compris s'il a 6 ans? Moi, je serre la main de mes tout petits patients, même s'ils ont 6 ans. Et là, ils me regardent, mais alors, normalement, on ne serre pas la main d'un enfant, etc. Je le fais parce que c'est la façon de rentrer dans la rencontre par le corps. Voilà, je te touche, toi, et on va discuter. Même si je suis psychiatre, je peux toucher, et ça va changer la façon que je vais avoir de rencontrer ce sujet. Et d'ailleurs, on l'a bien expérimenté, je sais que vous l'avez fait aussi, même si ça s'est mieux passé chez vous que chez nous, depuis 18 mois,
nous avons testé les consultations à distance par visio, comme on est en train de faire là, et c'est pas pareil. Je dis pas que c'est plus mal, hein. C'est pas pareil. Il y a eu des avantages, hein, tout le monde l'a dit. Le sujet de la rencontre en visio, parfois il dit plus de choses parce qu'il se sent plus libre de dire des choses qui relèvent de son intimité. Mais la rencontre est moins forte. Et là, je pense que Bin Kimura, il dit vraiment quelque chose. L'entre-deux, eh ben, l'entre-deux virtuel, c'est moins fort, ça existe moins que l'entre-deux quand nous sommes en face à face. Le fait que les corps soient en face fait que le lien est plus fort. Et je crois que beaucoup d'entre nous l'avons expérimenté. Donc il y a le sujet de la rencontre qui est fondamental. Tout à l'heure, on a parlé d'alliance thérapeutique. L'alliance thérapeutique se construit dans la rencontre. Alors, c'était l'absent des études médicales. Heureusement, dans beaucoup de pays, ça va mieux. Et je sais que chez vous, ça se passe comme chez nous aussi. On commence à faire de la simulation d'entretien où on apprend aux jeunes médecins à rentrer dans la rencontre avec le sujet. Alors, sujet de la biologie, sujet de la rencontre, mais en fait, il y a un autre sujet, et il a beaucoup participé à la disparition de la personne. C'est le sujet de la statistique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, vous savez qu'il existe l'evidence-based medicine qui a transformé la médecine pour le meilleur. Il n'y a rien à dire. Hein, l'évolution des soins dans le VIH, en cancérologie, s'il n'y avait pas eu d'evidence-based medicine, on n'en serait pas là. Et d'ailleurs, la mise au point des vaccins contre l'épidémie, certes, ça a été de la biologie moléculaire, mais il y a eu des essais thérapeutiques qui ont montré que certains vaccins marchaient et d'autres ne marchaient pas. Et donc la statistique, elle est indispensable pour l'accroissement des connaissances en médecine. Alors comment se passe la statistique? Vous savez que pour un médecin, avoir un BMI supérieur à 30, avoir un tour de taille important, avoir un peu d'hypertension, de cholestérol, etc. Voilà, ce sont des facteurs de risque, ça fait un syndrome métabolique, et si je vois que mon patient en face de moi, il est comme ça, alors je dois lui donner des statines, un inhibiteur de l'enzyme de conversion éventuellement, etc., etc., etc. Voilà, et donc du coup, en fait, dans l'entretien, très vite, le sujet, la personne, se transforme en un sujet statistique, qui est une espèce de bonhomme Lego. Vous savez, les Lego, ces petites briques de jouets. Donc, on peut construire des bonhommes en Lego. C'est des bonhommes avec des grosses briques. Hein. Voilà. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Minecraft aussi. Les bonhommes, ils sont comme ça. C'est des bonhommes avec des gros pixels. Voilà. C'est-à-dire que le bonhomme statistique, en fait, c'est un bonhomme qui a tel poids, telle taille, qui est un homme, une femme, qui est hyper tendu, qui est comme ça. Et alors, vous me direz, c'est la médecine somatique. En psychiatrie, c'est pas pareil. Bien sûr que si. En psychiatrie, c'est pareil. Nous avons un sujet qui a des antécédents de tentatives de suicide, qui est toxicomane, qui est etc. Et donc on colle comme ça des pixels et on sait que toxicomane, antécédent de TS, etc. Automatiquement, on est conditionné à avoir des réactions. Mais je ne dis pas que c'est mal, encore une fois, je ne dis pas que c'est mal. C'est efficace. C'est efficace, mais ça nous pousse à substituer au sujet de la rencontre un sujet statistique. Et ce sujet statistique, en fait, il est sécurisant pour le médecin. Il est sécurisant, c'est que c'est beaucoup plus facile de parler avec un bonhomme Lego que de parler à un vrai sujet qui a envie de mourir. Et donc, il y a une tentation pour le médecin, une triple tentation qui est, d'abord, c'est plus simple, c'est moins douloureux, en plus, c'est evidence-based, c'est-à-dire que il faut que je fasse ça pour proposer des traitements qui sont efficaces. Et puis en plus, les autorités de santé, elles me demandent de faire ça. Les autorités de santé me demandent de faire des choses evidence-based avec des recommandations. Et donc tout me pousse à transformer le sujet de la rencontre en un sujet statistique. Le problème, c'est que le patient, il le voit. Le patient voit qu'on ne le regarde plus comme un sujet, on le regarde comme un bonhomme Lego. Et du coup, vous avez plein de patients qui disent, ce que je vous disais au début de notre entretien, on ne me regarde plus, je n'existe plus, je suis une chose. D'ailleurs, il y a plein de films aujourd'hui de fiction qui traduisent cette impression, avec comme effet collatéral que beaucoup de patients vont voir maintenant des médecines alternatives.
et je sais que c'est dans votre pays, je sais que c'est pareil que chez nous, et ça commence à poser des problèmes de santé publique. Alors c'est là que arrive l'intitulé de ma présentation. Eh bien oui, il y aurait, grâce à l'intelligence artificielle, la possibilité d'arriver à des algorithmes qui seraient extraordinairement sophistiqués et qui permettraient de singulariser la prescription, de singulariser la clinique, on dit d'ailleurs de personnaliser. Hein. Et donc l'intelligence artificielle, les big data, permettraient d'arriver à une médecine personnalisée. Vous savez que le concept a été vendu en cancérologie. Alors, d'un côté, effectivement, l'idée c'est que la statistique nous conduit à rencontrer des bonhommes légaux avec des gros pixels. Pourquoi? Parce qu'on a un nombre limité de variables pour décrire le patient. Et puis, grâce au big data, on va avoir non plus 10, 20 variables, mais 100, 1000, 10 000, des millions maintenant. Des millions de variables. Et au lieu d'avoir des gros pixels, on aura des tout petits pixels. Et à la limite, on aura un sujet statistique qui me ressemble en ce moment, puisqu'en ce moment, je suis des pixels pour vous. Et donc, quelque part, on pourrait dire, on va retrouver la personne. Alors, d'un côté, effectivement, pourquoi pas? Pourquoi pas? De notre côté, ça colle pas. On est bien d'accord, ça colle pas, parce que, c'est-à-dire, je ne suis pas vraiment là avec vous en ce moment, et il y a une différence. Alors, bien sûr, c'est très pratique, on communique, on va pouvoir échanger tout à l'heure dans la séance de questions, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, et j'ai envie de dire, en médecine, c'est encore plus sensible que pour une conférence un peu académique. Pourquoi? Parce que ne serait-ce qu'en médecine, chaque fois que vous rencontrez un médecin, il y a la mort qui est là. Hein. Et la mort, c'est difficile à transformer en pixels. Hein. Pourquoi? Parce que la mort, ça n'est pas que quelque chose qui est numérique et symbolique. C'est quelque chose qui transperce notre imaginaire et qui même conduit à des interrogations pour lesquelles on n'a absolument aucune réponse maintenant. Et on voit bien que le numérique n'en apportera pas davantage. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les algorithmes, en fait, vont représenter un sujet pixelisé extrêmement fin, mais les algorithmes et l'intelligence artificielle sont rationnels. Et donc on aura un sujet rationnel en face de nous. On aura un sujet qui obéit à une logique scientifique. Or, vous avez entendu dans la présentation précédente que les patients sont tout sauf rationnels. Et c'est manifestement vrai quand on entend l'anecdote du professeur Yep qui disait les patients ont des transplantations, et même on a eu ça à l'hôpital Necker, un hôpital pédiatrique parisien. Vous savez, les premiers patients pour lesquels on a traité des pathologies immunitaires congénitales, où c'était des bébés bulles, hein, les humains étaient obligés de vivre dans une bulle en permanence. On a réussi par des thérapies géniques à faire qu'ils puissent sortir de leur bulle. C'était un miracle extraordinaire. Et à 18-19 ans, ils arrêtent de prendre leur traitement, ils meurent. Et là, les collègues étaient complètement effondrés. Et du coup, sont arrivés vers nous, et même vers des psychanalystes lacaniens, ce qui pour les grands scientifiques de Necker, c'est quand même absolument étrange. Se dire, mais on ne comprend pas comment ça se fait que les sujets soient aussi irrationnels. Eh bien oui. Et là, le problème, c'est que les algorithmes vont avoir beaucoup de mal à reconstruire un sujet, une personne qui est aussi irrationnelle que ce que nous sommes nous. Alors que nous, dans notre rencontre humaine, entre nous soignants et nos patients et nos familles, nous savons tous mutuellement que nous sommes irrationnels. Nous savons tous que nous aimons nos proches extraordinairement, nous aimons nos enfants, nous aimons nos conjoints, mais que par moments, on les déteste aussi. Et c'est cette inconsistance dans la relation qui explique en fait une grande partie des problèmes que nous rencontrons, en particulier en pédopsychiatrie. Vous savez que les violences intrafamiliales sont souvent issues de gens qui s'aiment profondément. Voilà, c'est difficile à comprendre, mais c'est la réalité. Hein. D'ailleurs, en France, la plupart des meurtres sont réalisés par des gens qui vivent ensemble. Donc du coup, est-ce que les algorithmes vont nous permettre de retrouver la personne? Alors oui, un peu, mais
Fondamentalement, non. Alors, néanmoins, effectivement, les algorithmes et l'intelligence artificielle, oui, vont nous permettre de progresser sur cette voie, mais pas du tout comme on pourrait l'imaginer. Et là, je vais partager mon écran pour vous passer quelques diapositives dans le quart d'heure qui me reste. Hélène, si je me trompe sur ma durée de présentation, surtout, tu me le dis. Oui, on a encore bien du temps. Alors voilà, en principe, vous devez voir ma présentation. C'est une diapositive. Alors avec... On ne la voit pas, on ne la voit pas encore. Ah voilà. Voilà, Bon. tout va bien. Donc vous avez là le nec plus ultra de l'algorithmique. Vous savez, c'est des algorithmes qui sont faits, qui sont issus de techniques d'apprentissage profond, de deep learning. Et ça repose sur en fait des simulations de neurones, donc des simulations de cerveau. Et c'est ce que font Google, Facebook, etc. Et c'est ce qui fait ce qui fait bien peur à l'ensemble de nos concitoyens, à tort ou à raison là aussi. Donc là, vous avez des auteurs qui ont construit un réseau de neurones pour apprendre à reconnaître des images. Il y a une banque comme ça, en open source, de 10 millions d'images. Donc c'est à gauche du dessin. Vous avez là 10 millions d'images disponibles. Et puis à droite, tout à fait au bout, vous avez le codage de ces images. Là, on va dire que c'est des chiens. Mais ça pourrait être des voitures, ça pourrait être des tracteurs, etc., etc., etc. Et donc on apprend à l'algorithme à reconnaître ce qu'il y a dans des images. Et alors là, les auteurs se sont demandé, alors je traduis ce qu'ils se sont demandé, hein, c'est une vision un peu psychologisante de leur réflexion, qui est une réflexion ultra technique, hein, c'est des informaticiens, des mathématiciens. Alors vous savez, il y a quand même un vrai mystère du sujet, qui est que nous voyons des choses, mais quand on ferme les yeux et qu'on essaie de se représenter ces choses, qu'est-ce qu'on voit vraiment? C'est la question des images mentales. Alors, d'ailleurs, il y avait un philosophe Alain, le philosophe Alain, qui disait quand je suis face au Panthéon, le Panthéon c'est un monument à Paris, un peu de style grec avec des grosses colonnes, assez massif. Quand je suis à Paris et que je vois le Panthéon, je ferme les yeux et je me demande combien y a-t-il de colonnes. Je suis incapable de le dire. Je vois le Panthéon, je le vois mentalement, et si je me demande combien il y a de colonnes, je ne peux pas le dire. Et donc, du coup, quand on ferme les yeux et qu'on voit le Panthéon, qu'est-ce qu'on voit? C'est une très belle question relative à la subjectivité, à l'essence du sujet. Eh bien, les informaticiens se sont dit, voilà, alors à gauche, on a des images, à droite, on a des mots. Entre les deux, il y a des couches de neurones. On va essayer de voir quelles sont les images qui sont enfermées dans ces couches de neurones. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, dans la couche 4, c'est-à-dire une couche semi-profonde, on a une image, là c'est le chien, on a des images de chiens qui sont un peu floues, et effectivement, quand on ferme les yeux, fermez les yeux et pensez à un chien, quelque part, ça ressemble un peu à ça. Et alors, si on regarde la couche de plus en plus profonde, l'image du chien devient éthérée et disparaît, parce que progressivement, elle va se transformer en le signifiant chien. Et donc, je trouve ça assez fascinant. Et d'ailleurs, curieusement, vous voyez des images de ce type, ça fait penser à certains tableaux d'auteurs du 19e ou du 20e siècle, hein, qui ont quitté le monde figuratif stricto sensu pour essayer de représenter la réalité d'une autre façon. Hein, les impressionnistes, les cubistes, etc. C'est une autre façon de représenter la réalité. Quelque part, c'est pas si différent que ça. C'est comme si les artistes réussissaient à avoir un accès à notre intériorité et à le retraduire en termes visuels. Et donc là, quelque part, l'intelligence artificielle, les algorithmes, nous permettent d'accéder au sujet, à un sujet qui nous échappe un peu à l'aide de notre seule introspection. Ok, alors, ça c'est le visuel, d'accord, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin? Notamment, est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin pour nous, psychiatres, où on a quand même un problème de fond,
c'est que nous sommes la discipline médicale qui s'intéresse à l'intériorité, c'est notre définition, hein. Psychiatre, c'est celui qui traite les maladies de l'âme. L'âme, c'est un vieux mot qui fait un peu peur dans nos sociétés occidentales, mais on va traduire ça par intériorité. C'est un anthropologue, Philippe Descola, qui dit que tous les humains sur la planète ont une intériorité et une physicalité. En fonction des cultures, elles s'organisent différemment, mais nous avons une intériorité. Et parfois, on souffre dans cette intériorité, et c'est le job des psychiatres, en tant que médecins. Les psychologues le font aussi, mais sans être médecins. C'est le job des psychiatres en tant que médecins de soigner la souffrance en relation avec l'intériorité. D'accord. Mais quelle est la science de l'intériorité? Les médecins, ils appuient leur savoir sur de la science. Mais quelle est la science de l'intériorité? Alors vous me direz, ah, les neurosciences. Les neurosciences, si c'est neuro, c'est de la physicalité. Alors on va dire les sciences cognitives. Alors voilà, aujourd'hui il y a une vraie question. Est-ce que les sciences cognitives peuvent prétendre être l'ultime science de l'intériorité? On ne va pas y répondre là, ça serait une autre conférence passionnante. Je ne suis pas sûr de la réponse. Oui, honnêtement, je ne suis pas sûr. Par moments, je dis oui, par moments, je dis non. On pourra y revenir dans la discussion si vous voulez. En tout cas, vous allez voir que penser l'homme grâce à l'intelligence artificielle et aux algorithmes, ça peut nous aider à penser rationnellement ce qu'est l'intériorité humaine différemment. Différemment de ce que nous proposent les sciences cognitives traditionnelles, c'est-à-dire un système traitant des informations de façon un peu directe. Alors, dans les 10 minutes qui restent là, voyons voir comment ça se passe. Donc voilà un cerveau microscopique, sous forme algorithmique. Donc dans le cerveau, il y a des neurones avec des synapses, etc. Les neurones sont activés ou inactivés. Quand ils sont activés, grâce aux axones et aux synapses, ils sont susceptibles d'activer les neurones en aval. Et grâce à ça, ça fait des cascades d'activation. Et tout ça est très 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 compliqué puisqu'on a des milliards de neurones. Donc c'est un vrai bazar à l'intérieur. Alors, comment, en termes algorithmiques, on peut symboliser ça? On va dire que les neurones, ceux-là, ce sont des petits ronds. Ils valent plus ou moins 1. Hein, ils sont activés ou inactivés. Et puis les neurones sont associés les uns avec les autres, avec les axones, on dirait nous. Et puis, donc voilà, un neurone activé, il est noir, un neurone pas activé, il est blanc. Et puis voilà une petite règle qui permet, alors c'est une façon algorithmique de simplifier toute la neurobiologie. C'est-à-dire, là-dedans, on aurait la question de la sérotonine, la dopamine, etc., etc., etc. Alors on le simplifie drastiquement. On va dire, voilà, ce neurone, il est activé. Comme il est activé et qu'il est associé à ce neurone-là, il est susceptible de l'activer au round suivant. Et la règle, elle est comme ça. C'est-à-dire, si vous avez beaucoup de neurones activés en amont d'un certain neurone, il va s'activer, si c'est au-dessus d'un certain seuil, le neurone d'aval, il va s'activer le coup suivant, sinon il sera inactivé. Alors vous me direz, c'est quand même très simpliste, mais les physiciens, ils ont toujours fait ça. Hein. Les physiciens qui ont fait de la thermodynamique au 19e siècle, ils ont dit que les atomes, c'était des balles de ping-pong. Et grâce à ça, ça a été une révolution de la thermodynamique. Donc peut-être qu'avec les neurones, c'est comme ça. Hein. Peut-être qu'en simplifiant à outrance, aujourd'hui on voit les neurosciences qui complexifient à outrance le neurone, peut-être que ce n'est pas la bonne direction. Peut-être que la bonne direction c'est de le simplifier à outrance pour avoir comme ça l'effet macroscopique de l'ensemble de la collection de neurones. Et donc au total, on peut dire que le cerveau c'est un nuage scintillant. Vous voyez, les neurones s'activent, s'inactivent en fonction de notre petite règle précédente. Et il y a une question qui se pose. Le réseau va-t-il converger vers un état stable? L'algorithme qui fait que les neurones scintillent, est-ce qu'à un moment l'algorithme va faire que tant que ça va s'arrêter? Oui, on l'a démontré. On l'a démontré que avec l'algorithme que je vous ai montré tout à l'heure, on peut calculer une énergie de réseau de neurones. Je trouve que la métaphore est pas mal. On pourrait abstraitement définir une énergie d'un cerveau. Et d'ailleurs, on pourrait même définir, il y a des auteurs qui le font, une température de cerveau. Et c'est assez intéressant parce que, en fait, on peut trouver que la température du cerveau, elle augmenterait dans le trouble bipolaire ou la schizophrénie. Vous voyez ce que je veux dire, hein? La diffluence, le fait que le processus associatif est très, très rapide et désordonné,
eh bien en fait on peut voir qu'avec ces modèles connexionnistes du cerveau, c'est plus cognitiviste, c'est connexionniste, eh bien il y a une espèce de métaphore assez fertile qui consiste à dire que trouble bipolaire ou schizophrénie, etc., quand ça va vite comme ça, en termes de pensée, eh ben, ça pourrait correspondre au fait que la température du réseau de neurones est élevée. Bref, c'est pas l'objet de... Encore que, on voit comment un algorithme nous permet de retrouver la clinique, de retrouver le sujet, mais en termes qui sont différents des termes que l'on utilise d'habitude avec nos symptômes, nos localisations neuroanatomiques. Bref, en tout cas, on peut définir une énergie du réseau de neurones, et cette énergie, elle décroît forcément au cours du temps. Et comme, en fait, on ne peut pas tendre vers l'infini, parce que c'est un système fini, à un moment donné, le réseau converge vers un réseau stable qu'on appelle un réseau attracteur. Parce que, en fait, le système, le réseau de neurones, il est attiré par cet état, et une fois qu'il y est, il ne bouge plus. On appelle ça un attracteur. Alors, là, on va glisser pour essayer de retrouver la personne. Il y a des auteurs qui disent que quand on est dans l'attracteur, eh ben c'est ça que nous on appelle avoir conscience d'eux. Parce que vous savez que la conscience, c'est un truc mystérieux quand même. Il y a des sciences cognitives de la conscience, hein, c'est passionnant. Mais ça explique que moyen l'expérience phénoménologique de la conscience. C'est-à-dire, vous voyez tout ce que je veux dire, par moment dans la vie, on n'a pas vraiment conscience de ce qu'on fait. C'est-à-dire, on conduit la voiture, on conduit la voiture. Et puis, par moment, vous vous arrêtez et vous avez vraiment conscience d'eux. Évidemment, même, on a conscience de soi. Ce qui n'arrive pas aussi souvent qu'on le dit, d'ailleurs. Hein. Eh bien, il y a des auteurs qui disent que quand on a conscience d'eux, c'est qu'on est arrivé au fond de l'attracteur. C'est ça qui conduit à dire, c'est conduit à l'expérience que nous on appelle conscience. Alors on va faire une expérience, si je me souviens bien. Regardez cette photo. Peut-être que vous trouvez qu'il y a un truc un peu bizarre. Alors si vous ne trouvez pas, je vous laisse un peu de temps. Si vous ne trouvez pas, regardez cette branche-là. Regardez-la. Eh bien, peut-être que vous avez réalisé qu'en fait, c'est un insecte. Et là, je suis sûr qu'il y en a qui se disent « Ah oui, ça c'est sa patte. Voilà, on voit sa patte. Et là, sûrement que c'est sa tête. Ah oui, Eureka. Eureka. » Alors, phénoménologiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Phénoménologiquement, vous avez regardé, vous avez dit mais pourquoi il présente cette photo, qu'est-ce que c'est? Alors oui, c'est vrai qu'il y a un truc bizarre, c'est vrai que je sens qu'il y a quelque chose de bizarre, mais je ne sais pas trop quoi. Et puis, il dit que là, la branche en haut, mais alors qu'est-ce qu'elle a cette branche? Oui, ça y est, je vois, j'ai conscience du fait que c'est un insecte. Je l'ai reconnu. Eh bien, en fait, l'hypothèse que nous permet d'émettre l'algorithme présenté différemment, c'est que j'ai présenté la photo. L'image arrive dans vos yeux, arrive dans votre cortex occipital. Et là, ça mouline. C'est-à-dire le cerveau évolue comme un nuage scintillant, fixé par cette photo. Et puis, ça va converger, forcément. Ça va converger vers un attracteur. Et au moment où vous êtes dans l'attracteur, ça y est, j'ai reconnu, c'est un insecte. Quand vous avez eu conscience du fait que c'était un insecte, l'algorithme me dit que vous étiez arrivé au niveau de l'attracteur. Alors, on peut représenter ça géométriquement. Alors, c'est un tout petit peu abstrait, je vous l'accorde, mais ça vaut le coup. Vous allez voir, le jeu en vaut la chandelle. Alors là, vous avez le cerveau. Alors, c'est mon cerveau. Sauf qu'il est réduit avec 6 neurones, alors qu'il y en a bien plus. Mais sur le principe, c'est le même. Voilà 3 états différents de mon cerveau. Et vous voyez que, en fait, là, il y a l'état 1, là, il y a l'état 2.
La seule différence qu'il y a entre l'état 1 et l'état 2, c'est qu'il y a un neurone qui est inactivé. Vous voyez, il n'y a qu'un neurone, en termes d'activation des neurones, il n'y en a qu'un de différent. Et pareil, entre le 2 et le 3, il y a un neurone de différence. Alors qu'entre le 1 et le 3, il y en a deux. Donc on a trois états possibles de mon cerveau que je représente par des points. Comme entre l'état 1 et l'état 2, il n'y a qu'un neurone de différence, je vais relier les deux points qui correspondent à l'état 1 et l'état 2. Pareil pour l'état 2 et l'état 3, je les relie. Par contre, entre l'état 1 et l'état 3, je ne les relie pas parce qu'il y a deux neurones de différence. Et puis vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que chaque configuration de cerveau a une énergie. Eh bien, je vais représenter les points à une altitude qui correspond à ce niveau d'énergie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Parce qu'il y a plein de configurations possibles du cerveau. Il y en a 2 puissance le nombre de neurones. Ben, ça va donner ça. Vous voyez, chaque nœud, chaque point correspond à un état possible du réseau de neurones. Chaque configuration du réseau de neurones où il n'y a qu'un neurone de différence, eh ben, il y a un petit trait entre les deux. Et puis, chaque nœud est à une altitude qui correspond à l'énergie du réseau de neurones. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Ben, alors là, vous étiez là quand je vous ai présenté l'image tout à l'heure. Vous avez regardé ça sans trop comprendre ce que c'était. L'énergie a forcément décru. Et à un moment donné, tac, vous êtes arrivé dans un attracteur et là, vous ne pouvez plus bouger, l'énergie est minimale. Et vous avez dit, ah, j'ai reconnu. Le Eureka, il est quand vous êtes tombé dans l'attracteur. Eh bien, en fait, quelque part, on peut dire que cet algorithme que je vous ai proposé, eh bien, il permet de se représenter ce que c'est un sujet pensant. Un sujet pensant, c'est quelqu'un qui arrive en face de sa porte, de chez lui, après une grosse journée de travail, il cherche ses clés, il se dit « Ah ben, je vais ouvrir la porte, ouf, je vais pouvoir m'asseoir dans mon fauteuil et parler avec mon mari parce que la journée a été dure. J'ai pas mes clés. » Où sont mes clés? Où sont mes clés? Qu'est-ce qui se passe à ce moment? Ben, à ce moment, vous n'allez pas faire comme un ordinateur, vous n'allez pas chercher la case où il y a les clés. Vous allez vous dire, zut, alors, mais j'ai pris ma voiture, enfin, etc. Mais vous allez remonter le fil, mais où elle peut être? Alors, il y a une espèce de bazar, hein. En fait, il y a une espèce d'arbre, vous allez dans plein de directions, mais qu'elle pourrait être là, non, etc. Mais non, mais alors, d'habitude, etc. Je les ai oubliés au bureau. Je les ai oubliés au bureau. Et quand vous dites « je les ai oubliés au bureau », en fait, vous êtes tombé dans l'attracteur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est vrai que vous avez oublié au bureau. Parfois, vous vous trompez. Mais en tout cas, l'attracteur, c'est « j'ai oublié les clés au bureau ». Et vous avez conscience d'eux. Dans votre état de conscience, c'est que les clés sont au bureau. Alors, vous me direz « ouais, mais c'est pas si simple. Hein. Un sujet pensant, c'est pas ça. » Ben ouais, mais sauf que comme on a des milliards de neurones, ben en fait, le nombre de nœuds là-dedans, c'est 2 puissance 1 milliard. 2 puissance 1 milliard, c'est inimaginable comme nombre. Et donc, en fait, la façon de nous représenter à nous, en tant que sujet pensant, ben, c'est un relief d'une infinie complexité. Voilà. Et chacun des minimums, vous voyez, des minimums là-dedans, là, chacun des attracteurs, ce sont des états de conscience possibles. Et donc, il y en a des milliards et des milliards, et même beaucoup plus. Eh bien, figurez-vous que Freud, il appelait ça le préconscient. C'est-à-dire tout ce qui pourrait être conscient, mais qui peut-être ne le sera jamais. Parce que ce qui est conscient, eh ben, c'est l'endroit où vous êtes en ce moment. C'est là où vous êtes conscient. Le préconscient, c'est tous les minimums que vous pourriez rencontrer un jour, c'est-à-dire tous les creux dans le relief qui vous constitue entre sujets pensants, que vous pourriez rencontrer un jour, mais la plupart, vous ne les rencontrerez jamais. Et puis l'inconscient, on pourra en discuter. C'est pas si compliqué que ça, mais on pourra en parler dans la discussion. Et donc, j'arrive à la fin de mon temps de parole. Vous voyez que effectivement, quelque part, eh ben, l'intelligence artificielle, ces algorithmes très sophistiqués, en fait, quelque part, ils pourraient nous permettre de nous retrouver nous-mêmes. En tout cas, c'est ce que je vous propose à partir de cette petite manip. Et en fait, retrouver la personne, c'est pas une question d'algorithme. Pour moi, c'est plutôt
une question d'éthique. C'est-à-dire, en tant que psychiatre, nous avons le devoir d'être face à la personne. Et là, derrière cet enjeu éthique, il y a, je trouve, un véritable enjeu de résistance. C'est qu'aujourd'hui, il y a des forces importantes qui convergent pour nous pousser à ne pas trouver la personne que nous avons en face de nous quand il s'agit d'un patient. Ces forces relèvent de choses qui pourtant devraient être bien, c'est-à-dire ne serait-ce que taper sur un ordinateur pour entrer son observation. Eh bien, ça nous empêche de rencontrer la personne que nous avons en face de nous. Le fait de, à outrance, penser sans arrêt en termes neurobiologiques, eh bien, ça nous pousse à ne pas considérer la personne que nous avons en face de nous. Et puis, certaines injonctions administratives qui, à juste titre, nous devons être efficients, mais quand il n'y a que de l'efficience, eh bien, ça nous pousse aussi à oublier qu'il y a une personne en face de nous. Et donc, éthique et résistance, ça sera les deux mots de conclusion de ma présentation. Ravi de pouvoir en discuter avec vous maintenant.